Bonjour à tous. Donc, je me présente, Marie Gallard, coordinatrice technico-commerciale du groupe Phytocontrôle. Donc, autour de moi, je vous présente Pierre Bourlès, à qui je vais laisser, directeur des agences du Nord, à qui je vais laisser la parole. Bonjour à tous. Donc, Pierre Bourlès, effectivement, je m'occupe du réseau d'agences du laboratoire Phytocontrôle. Phytocontrôle, c'est donc le labo référent des analyses de contaminants organiques dans les fruits et légumes, avec un pool d'analyse nouvellement étendu aux contaminants microbiologiques, ce sur quoi nous allons exposer aujourd'hui. Et Phytocontrôle, évidemment, c'est un laboratoire spécialisé situé à Nîmes, à la croisée des bassins de production Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône, et une dizaine d'agences régionales réparties sur le territoire, notamment en lien direct avec les marchés de gros, en l'occurrence Rungis, Corba et Saint-Charles. Et donc, notre collègue Fanny Collet, coordinatrice des agences du Sud-Ouest, qui va participer également avec moi à la présentation. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous faire une petite présentation sur les plans de contrôle microbiologique dans les fruits et légumes et dérivés et la prévention donc, du risque sanitaire. Donc, certes, à ce jour, il n'existe pas de réglementation relative aux critères microbiologiques sur les fruits et légumes bruts. Cependant, il en existe sur les dérivés de fruits et légumes. Et suite à des notamment crises sanitaires comme celle qui est survenue en Allemagne en 2011, ça devient aujourd'hui une préoccupation dans le secteur des fruits et légumes, d'où cette présentation aujourd'hui. Donc on va vous expliquer donc rapidement qu'est-ce que la microbiologie. Nous verrons dans un second temps la notion de sécurité alimentaire et donc la prévention du risque sanitaire. Nous détaillerons les modalités de prélèvement des échantillons qui sont très importantes pour les analyses microbiologiques. Ensuite, on verra ensemble comment établir un plan de contrôle sur fruits et légumes et dérivés. Une petite étude de cas pour étayer notamment notre discours. Et enfin, les formations et l'accompagnement sur mesure que peut vous proposer Phytocontrôle sur toute la partie microbiologie et prévention du risque sanitaire. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Fanny qui va commencer. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend, oui c'est bon. On va commencer par une présentation succincte de la microbiologie, donc par quelques informations générales. Donc déjà le développement des éléments de micro-organismes se développe avec une présence de chaleur et d'humidité. Ils ont besoin de cela pour vivre et se développer. On peut donc différencier trois grandes familles de micro-organismes. Donc on a les virus, comme les neurovirus qui peuvent être à l'origine des gastro-entérites par exemple. Également les bactéries et puis tout ce qui va être levure et moisissure qu'on peut retrouver dans l'alimentation. Donc il faut apporter une vigilance particulière vis-à-vis des populations à risque. Vous avez les personnes âgées par exemple ou les enfants, pardon, tout ce qui est baby food, alimentation infantile, qui peuvent être des personnes donc plus particulièrement touchées par ces problématiques. En termes de danger, il faut vraiment porter une attention particulière tout au long du procédé de l'industrie alimentaire, entre autres, parce que vous pouvez avoir des contaminations directement au niveau de la production, donc lors de la production du fruit ou du légume, par exemple, et puis également tout le long du procédé de l'industrialisation, donc sur l'emballage, le matériel, le procédé de transport, et puis jusqu'au niveau de la grande surface, par exemple. Donc voilà, en termes des intoxications alimentaires, voilà, c'est une des conséquences possibles du développement microbien sur les aliments.
En termes de sécurité alimentaire, la maîtrise du risque microbiologique est important. Vous avez deux impacts qui peuvent en découler. Donc un impact direct vis-à-vis de la santé du consommateur qui va ingérer le produit, et également un impact indirect, là plutôt sur la filière et sur l'industrie ou sur le producteur, hein, puisque vous allez avoir une perte financière qui peut être assez conséquente avec voilà, derrière tout ce qui peut être médiatique et puis bon, en termes de réputation, voilà, ça peut aller assez loin, donc il faut vraiment maîtriser le risque au maximum pour pouvoir minimiser ces impacts directs et indirects. Au niveau des analyses à proprement parler, hein, des laboratoires comme les nôtres, on va pouvoir vous accompagner sur ce type de plan de contrôle. Donc tout ce qui est microbiologie va permettre d'évaluer le risque d'une part pour le consommateur directement, mais également aussi par rapport à vos produits, sur la stabilité du produit et l'évaluation, l'évolution de la qualité du produit tout au long de sa durée. Voilà. Et du coup, au niveau des personnes concernées, là vous avez vraiment tous les professionnels de l'alimentation qui sont concernés par ce type d'analyse, que ce soit du producteur à l'industrie agroalimentaire, aux restaurations collectives et après tout ce qui va être plutôt peut-être les artisans, boulangers, bouchers, traiteurs, etc. Donc aujourd'hui, les critères microbiologiques sont définis dans le règlement de référence, qui est le règlement 2073-2005 et ses modifications successives. Donc il va définir à la fois des critères de sécurité qui sont relatifs à tout ce qui est micro-organismes pathogènes, donc comme les salmonelles, listeria, donc qui peuvent représenter un danger direct pour le consommateur. Le règlement va définir également des critères d'hygiène qui là vont être évalués, donc ça va porter davantage sur des micro-organismes type E. coli, levure moisissure, etc., qui vont porter sur la mise en place de bonnes pratiques tout au long du procédé de fabrication ou de production. Donc il existe plusieurs causes de la contamination initiale microbienne. Donc, ces causes découlent du 5e. Donc, tout d'abord, la main-d'œuvre. Donc, ça peut provenir d'une mauvaise hygiène des opérateurs. Donc, ça passe souvent par l'hygiène des mains. Également, le milieu. Par exemple, l'air, le vent, la poussière peuvent véhiculer des micro-organismes. Il y a également les matières premières qui peuvent être une cause initiale de contamination lorsqu'elles sont elles-mêmes initialement contaminées. Ensuite, le matériel utilisé, donc c'est très très important de nettoyer et désinfecter tout le matériel utilisé pendant le procédé, mais également les méthodes. Donc comme on le sait, les micro-organismes se développent avec la température, donc il est très important de respecter la chaîne du froid et notamment les durées de cuisson lors des process. Donc là, on a parlé des causes initiales de contamination. Donc une contamination, lorsqu'elle est très faible, souvent n'impacte pas ou peu le consommateur, mais le risque est le développement microbien. Donc il y a deux facteurs essentiels de risque. Le premier, c'est le temps, notamment parce que les micro-organismes se développent très vite dans des conditions qui leur sont optimales. Comme exemple, les Escherichia coli donnent naissance à 2 bactéries toutes les 20 minutes. Et après, le second facteur est la température, sachant qu'entre 3 et 63 degrés, les bactéries peuvent se multiplier. C'est donc dans cette zone de température où il peut y avoir un danger. À savoir qu'au-delà de 63 degrés, une partie des micro-organismes est tuée. Donc lorsque votre procédé utilise des montées en température importantes, ça diminue le risque du développement. Mais également, lorsqu'on est en basse température, donc en dessous de 3 degrés, les bactéries ne se multiplient plus. Donc elles dorment et d'où l'importance de maintenir la chaîne du froid tout au long du process. Donc on va vous donner quelques petits exemples, notamment des critères de sécurité qui sont définis dans les règlements. Donc les critères de sécurité sont relatifs aux micro-organismes pathogènes, tels que la salmonelle, qui peut contaminer
divers types de produits, comme les végétaux et plus particulièrement les graines germées. À savoir que le critère de sécurité pour les salmonelles, c'est absence. Donc dans 10 grammes ou 25 grammes selon les produits. Le cas de la listeria, donc, qui peut être présent dans tout type de produits également, notamment produits laitiers, poissons, coquillages, les crudités. Les critères de sécurité peuvent être, selon les produits, soit l'absence, soit un maximum de 100 UFC par gramme. Un troisième micro-organisme pathogène qui est l'Escherichia coli STEC, qu'on appelle également E. coli O157H7, donc, qui peut être présent dans également différents produits, dont les végétaux crus. Donc, pour ce micro-organisme-là, il n'existe pas de critères de sécurité dans le règlement 2073-2005. Cependant, il peut faire quand même l'objet d'un rappel de produit selon un second règlement. À savoir que notre laboratoire, lorsque l'un de ces micro-organismes pathogènes est détecté, vous informera dès la détection du produit, avant même la confirmation, pour que vous puissiez mettre des actions en œuvre très rapidement à votre niveau. Des exemples de critères d'hygiène qui peuvent être définis sur fruits, légumes et dérivés. Donc, c'est le cas. Donc, il existe un critère pour l'Escherichia coli pour vérifier notamment l'hygiène qui est mis en place pendant le procédé. Donc, en fait, on va avoir des limites maximales de contamination, à savoir, donc il y a une tranche de limites, donc une limite basse et une limite haute. Toute détection au-delà de la limite haute induit une non-conformité. Et des détections entre chacune des deux limites peuvent être autorisées, mais un certain nombre. Donc, il y a une importance particulière au prélèvement des échantillons de microbiologie. Donc, vous avez deux types de prélèvements, les prélèvements alimentaires et les prélèvements de surface, qui sont tout à fait différents, avec des procédures appropriées. Au niveau de cette fameuse procédure, donc elle est très stricte, et la vitesse d'exécution également a son importance. Donc vous avez le prélèvement alimentaire, donc qui va être fait directement sur l'aliment. Pour cela, il faudra conditionner votre échantillon dans un sachet stérile étanche pour éviter toute contamination croisée et diffusion des différents micro-organismes. Ensuite, vous allez avoir des pots stériles étanches également pour les produits liquides, avec des cuillères à usage unique stériles pour les prélèvements. Donc tout ça est très bien encadré et doit être fait dans les règles. Ça doit être fait dans les règles de l'art, avec bien sûr un préleveur qui a reçu la formation adaptée et qui aura également toute l'hygiène appropriée et le matériel avec la propreté nécessaire. Juste au niveau du prélèvement de surface, du coup, ça va être un prélèvement non pas sur l'aliment lui-même, mais plutôt un contrôle sur par exemple la chaîne de production, avec des géloses qui seront par exemple apposées sur le circuit de la production pour valider également l'hygiène et la propreté du circuit et donc la contamination croisée a posteriori sur l'aliment. Concernant les modalités de prélèvement, ce qu'il est très important de suivre, c'est la fiche de prélèvement qui doit accompagner chacun des échantillons. Le préleveur se doit de la remplir, donc il y aura toutes les informations sur la société, bien sûr, mais également ce qui sera primordial de référencer, c'est donc la date, le lieu, l'heure et la température de l'échantillon, puisque selon que l'on va prélever un échantillon sec, frais ou surgelé, va en découler toute une logistique et un conditionnement approprié. Voilà, donc l'objectif principal du prélèvement et donc de ces éléments de référencement, c'est d'éviter une évolution et une modification de la flore microbienne à l'état même du prélèvement. Et donc il s'ensuit la logistique et le conditionnement qui se doivent d'être appropriés.
comme je vous disais, selon les différents types de produits, il va falloir conditionner les échantillons pour les acheminer vers le laboratoire qui en réalisera l'analyse. Donc les flacons d'échantillons, les sacs doivent être placés dans des contenants tels que des glacières pour les maintenir à bonne température. Et la plage de température va être, elle, également maîtrisée tout au long du transport et contrôlée à l'arrivée pour valider que le produit n'ait pas pu évoluer durant le transport. Et une fois le prélèvement arrivé au laboratoire, tous ces éléments seront également reportés après en termes d'accusé de réception pour apposer tout ça sur le papier et le rapport d'analyse. Donc, comment établir un plan de contrôle microbiologique sur vos fruits, légumes et dérivés? Donc, tout d'abord, il faut s'appuyer sur les règlements en vigueur. À savoir que le seul règlement qui existe aujourd'hui est le règlement 2073-2005 et ses modifications successives, qui par contre, lui, définit des critères microbiologiques uniquement sur des dérivés de fruits et légumes, type fruits et légumes prédécoupés ou jus de fruits et légumes non pasteurisés. Dans le règlement, proprement dit, il n'y a pas de critères microbiologiques sur les fruits et légumes crus. Cependant, il existe un avis de l'AFSA qui va donner des critères, notamment des critères d'hygiène, sur les fruits et légumes et dérivés, et notamment les végétaux crus. Il est également possible, en l'absence de critères définis dans la réglementation, de se rapporter à des guides des interprofessions, type guide FCD, notamment dans lequel il va y avoir des critères définis pour différentes classes de dérivés de fruits et légumes, et notamment les fruits et légumes surgelés. Comment définir le plan d'échantillonnage? Donc, il va y avoir plusieurs facteurs à définir. Donc, la première chose, c'est la fréquence d'échantillonnage et donc d'analyse qui va découler de l'analyse de risque qui sera faite sur le produit et le process. Ensuite, il va falloir définir le type de plan, donc à 2 classes ou 3 classes notamment, sur lequel on va se baser pour l'échantillonnage, et donc qui va vous dire combien notamment d'unités par échantillon il va falloir prélever pour que ça soit représentatif, mais également les critères d'acceptation des produits. Ensuite, bien sûr, afin de définir la conformité de vos produits par rapport aux limites qui ont été définies, il va falloir mettre en œuvre des méthodes d'analyse microbiologique au sein de laboratoires compétents. Donc, il existe différents types d'analyse microbiologique. Il y a les méthodes de référence en vigueur, donc c'est la plupart du temps les méthodes ISO, donc les méthodes normées, mais également des méthodes alternatives qui doivent être validées. Donc le laboratoire phytocontrôle est aujourd'hui en mesure de vous proposer à la fois des analyses microbiologiques selon les méthodes horizontales de référence ou selon des méthodes rapides qui, comme son nom l'indique, peuvent vous donner des résultats dans des délais beaucoup plus courts en fonction des contraintes qui en découlent. Donc on va partir sur une étude de cas. Donc, prenons l'exemple notamment des framboises. Donc, pour les framboises, comment définir un plan de contrôle? Donc, il n'y a pas en effet de réglementation définie sur les framboises. Par contre, il y a dans l'avis de l'AFSA une préconisation avec des critères établis pour 3 micro-organismes, notamment les micro-organismes à 30 degrés, qu'on appelle aussi et plus communément la flore totale, qui sont des indicateurs d'hygiène. Donc, de manière générale, la flore aérobie mésophile, ça représente l'ensemble des micro-organismes qui se développent en présence d'oxygène et à la température de 30 degrés, d'où cette appellation. Et ces micro-organismes, ils vont nous renseigner sur la présence, donc sur la charge bactérienne globale de l'aliment, et qui permettent en fait d'évaluer la qualité de votre produit.
et de la maîtrise du procédé de fabrication. Les produits qui peuvent être concernés par la contamination en micro-organismes à 30 degrés sont de manière générale tous les produits de consommation de l'alimentation humaine et animale. Sachant que pour les légumes râpés ou émincés qui ne sont pas assaisonnés, la recherche de la flore qu'on appelle la flore lactique est très pertinente. Cependant, les évolutions de la flore totale ne sont pas le seul fait de la flore lactique. Le second micro-organisme qu'il va être important de rechercher, c'est l'Escherichia coli. Donc l'Escherichia coli, c'est quoi? C'est une bactérie qui fait partie de la famille des entérobactéries, qui est également très connue. Elle est le seul membre du groupe des coliformes totaux que l'on trouve exclusivement dans les intestins des mammifères, dont les humains notamment. Donc le fait de rechercher l'Escherichia coli, c'est un véritable témoin de la contamination fécale, parce qu'elle apparaît plus pertinemment que les entérobactéries ou les coliformes totaux ou fécaux. Donc si vous devez privilégier la recherche d'un de ces paramètres, ce sera l'Escherichia coli. On peut la retrouver dans divers aliments, dont notamment les herbes aromatiques surgelées, les fruits et légumes crus. Le troisième micro-organisme qu'on conseille de rechercher sur les framboises sont les salmonelles, qui sont donc un micro-organisme pathogène, donc, qui se développe dans les intestins des animaux. Donc la réserve animale constitue la principale source de danger en contamination, donc en salmonelle. Donc de ce fait-là, les végétaux qui sont donc les aliments à risque, et notamment les graines germées, donc on a pu voir notamment dans le scandale en 2011 que c'était notamment des graines germées qui étaient contaminées en Escherichia coli au 157. Donc une fois qu'on a défini le plan de contrôle, c'est-à-dire les micro-organismes qu'on va rechercher sur la framboise, on va définir les méthodes qu'on souhaite réaliser pour rechercher ces micro-organismes, c'est-à-dire soit des méthodes de référence, soit des méthodes de rapide, sachant que notre laboratoire est en capacité de proposer, donc pour les micro-organismes à 30 degrés, deux types de méthodes de référence en surface ou en profondeur. Concernant l'Escherichia coli, en capacité de proposer une méthode de référence ou une méthode rapide en fonction de vos besoins, dans un délai relativement court, sachant que l'analyse sera faite sous 24 heures, ce qui vous permet derrière d'être très réactif si vous avez besoin d'agir, donc de mener des actions curatives. Et concernant la salmonelle, il existe également une méthode de recherche, donc là on est uniquement sur de la méthode de recherche absence-présence, soit une méthode de référence, soit une méthode rapide qui permet là de gagner également en rapidité. Donc vous avez des exemples d'illustration des résultats qu'on peut obtenir, donc le nombre de colonies qui peuvent apparaître sur une plaque lorsque vous avez la présence avérée de ce type de micro-organismes, que ce soit pour la flore totale, pour le colis ou pour les salmonelles. Donc c'est vrai que tout ça est assez compliqué. Donc pour les personnes qui ne sont pas, on va dire, de formation microbiologique, notre laboratoire permet également des formations et un accompagnement sur mesure, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans cette démarche, en vous proposant soit des audits ou des formations sur toute la partie hygiène de votre procédé de production. Également des journées conseils qui vous permettent de vérifier, donc, par rapport à vos installations, à votre personnel, que mettre en place pour vraiment sécuriser votre procédé. Mais également des accompagnements pour la création, la mise à jour de dossiers d'agrément sanitaire ou de plans de maîtrise sanitaire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.